Seuls ont survécu Marie, née en 1897, Jean, né en 1903, et Louis Junior. Le petit Pierre, né en 1899, n'a vécu que 6 années. Marie Perrine, née en 1901, seulement 7 mois, et Yves, né en 1906, environ 1 an. La maman, Marie-Jeanne Le Bourlout, originaire de Bubry, porte la coiffe de Lorient depuis qu'elle a épousé Louis Jacob en 1896 et qu'ils sont venus s'installer à Kériado. Elle est de santé précaire et déclarée asthmatique à 100% dès 1900. Le petit Louis ne la connaît que souffrante et c'est plutôt sa sœur Marie, âgée de 15 ans à sa naissance, qui va s'occuper de lui pour le suivi scolaire et pour l'habillement. Le papa, Louis Jacob, vient également de la campagne. 13e enfant, né un vendredi 13, il a dû laisser la terre et la ferme selon l'usage à l'aîné de la famille, qui est un rustre assez violent. Lui est un pacifiste, socialiste sincère de la première heure, qui désire avant tout s'instruire. Il y parvient en faisant son service militaire. Il accepte de laver le linge et de cirer les pompes de l'héritier des Galeries Lafayette, qui se trouve partager sa chambrée, et lui demande en échange de lui apprendre à lire et à écrire, ce qui lui permet de passer et de réussir l'examen de conducteur de tramway ou watman, et oui, on anglicise déjà les professions à l'époque. Marie est très bonne élève et se destine à une carrière d'institutrice. Malheureusement, Jaurès est assassiné et Louis Jacob père pleure ce jour-là, sûr de l'imminence de la guerre 14-18. Effectivement, il est mobilisé et laisse à Marie la lourde tâche de subvenir aux besoins de la famille. Il s'est arrangé pour qu'elle devienne receveuse sur les trams et Marie abandonne tous ses rêves d'enseignement. Pendant ce temps, Lily grandit dans son quartier de Kériado, qui n'est alors constitué que d'une grande rue bordée de quelques maisons et entourée de champs qui constituent le terrain de jeu favori de Lily. L'année du certificat d'études. Un vélo doit être offert en récompense à l'élève qui sera classé premier du département. Le conseil des professeurs annonce à Louis qu'il a obtenu les meilleures notes. Mais le jour de la remise des prix, le premier est attribué à un fils d'officier. Le professeur principal et papa Jacob s'étonnent et demandent des explications, mais il est trop tard. Louis n'aura pas le vélo. Une histoire d'influence de parti politique, peut-être ? Il est vrai que Louis Jacob, père, milite activement à l'époque. En tout état de cause, il s'agit encore d'une injustice qui a du mal à passer. De là, Louis s'inscrit à l'EPS, école primaire supérieure, située sur les quais, derrière la salle des fêtes de Lorient, et puis rentre à l'école des apprentis mécaniciens de la marine, orientation ajusteur. Il est ensuite embarqué sur le Valmy et fait une tournée en Méditerranée. À l'escale de Lisbonne, le vin de Porto coule à flot. En attendant la chaloupe qui doit ramener les marins permissionnaires à bord, chacun paye sa bouteille. Malgré le manque d'habitude, Louis encaisse bien l'alcool, et il rentre dignement quand les autres titubent, et donne même un coup de main au plus saoul pour monter la coupée. Mais une fois dans le hamac, c'est une autre histoire. Alors que les autres sombrent dans un sommeil d'ivrogne, Louis voit les murs de sa carré tourner jusqu'au petit matin et se lève avec un mal de tête pilonnant. La leçon est apprise. Les beuveries ne sont pas de son goût et il les évitera désormais. Quand les Allemands arrivent à Lorient le 21 juin 1940, Louis est fait prisonnier avec bien d'autres à l'Arsenal. La colonne s'ébranle vers Kériado en direction d'Hennebon et ultérieurement sans doute vers des camps de travail forcés. Arrivé en haut de Kériado, il aperçoit un homme de sa connaissance qui regarde passer les prisonniers derrière la vitre de son café. Ils échangent un regard et l'homme lui désigne la porte d'entrée de son établissement. Louis n'hésite qu'un bref instant, le temps de vérifier que les gardes allemands sont loin derrière, et il se précipite dans le café où il se cache toute la nuit. Au petit matin, il rentre chez lui, après avoir emprunté des vêtements civils à son compatriote et l'avoir chaudement remercié. Il repart au travail le surlendemain, en civil cette fois. Au début, son supérieur hiérarchique, surpris de le voir, refuse de le réintégrer, mais finit par accepter de prendre un risque minime comparé à celui qu'a pris Louis en s'évadant. Dès le 8 août 1940, Lorient connaît sa première alerte aérienne après la signature de l'armistice. C'est une alerte de jour. Un avion de la RAF effectue une reconnaissance au-dessus de la ville et est pris à partie par la DCA. Cependant, cette alerte n'est pas prise au sérieux.
On sort dans la rue pour voir, comme on va le faire pour toutes les alertes qui vont suivre, jusqu'au 27 septembre, date du premier bombardement. Le sifflement et l'explosion des bombes, les râles des blessés, le crépitement des flammes qui montent font comprendre alors à beaucoup que l'Orient est sous une terrible menace d'extermination sous le feu des bombardiers anglais, dont les ordres sont de pulvériser la base de sous-marins. En quelques minutes, la ville est illuminée par des dizaines de fusées éclairantes se balançant mollement à quelques centaines de mètres de hauteur. Pendant plus de 2 heures, bombes explosives et incendiaires se succèdent dans un vacarme infernal de vrombissements, de tirs et d'explosions. Toute la nuit, courbant l'échine, les jeunes brancardiers relèvent les blessés et les transportent dans les centres de secours et les hôpitaux. Les pompiers de la marine, d'Hennebon et de Quimperlé sont mobilisés. Enfin, le jour se lève, éclairant les immeubles en ruine, les magasins aux devantures arrachées et les rues jonchées de pierres, de débris de verre et de lignes électriques et téléphoniques coupées. 30 morts et 60 blessés, tel est le triste bilan de cette première attaque. Les bombardements continuent de s'intensifier et les bombes incendiaires ravagent les quartiers. Les hommes vont au ravitaillement à bicyclette dans les campagnes et font du troc pour avoir qui une miche de pain, qui des œufs frais, du beurre ou un peu de charcuterie. Le linge est très prisé par les paysans et les gens parviennent ainsi à améliorer l'ordinaire des tickets de rationnement. Un soir, en revenant du ravitaillement à Bubry, Mimi et Loulou s'arrêtent à l'Annester donner quelques vivres à Marie, qui doit faire preuve d'ingéniosité pour nourrir et habiller ses 4 enfants, puis ils reprennent leur bicyclette. Le couvre-feu a juste eu lieu quand ils arrivent sur le pont. Ils ont retardé leur montre, craignant des remontrances. En effet, au milieu de la passerelle, un garde en faction les arrête et leur indique que l'heure est passée. À ce moment précis, une grande fusée éclairante éclate et illumine le pont. Le garde les force à descendre à l'abri en bas du pont, où se trouvent déjà des soldats allemands et d'autres retardataires. Des bombes éclatent alors, et l'un des Allemands se met à sangloter en expliquant que son frère fait partie des permissionnaires qui se trouvent dans le train attaqué. Effectivement, en sortant, l'horreur est à son comble. Parmi les wagons éventrés et fumants, des cadavres mutilés et des jambes arrachées jonchent le sol. Marie-Louise et Louis sont pris de nausées et d'une profonde pitié pour les victimes, même s'ils sont ennemis. Ils préfèrent ne pas en voir davantage et enfourcent leur bicyclette, le cœur lourd. Cette nuit-là, le sommeil ne vient pas. Ils revoient en boucle ces images abominables et sont saisis par l'absurdité de la guerre. Les Lemarec habitent une maison. Un jour, quand Roger a 4 mois, Mimi est entrée dans un magasin faire des emplettes. Elle a laissé le landau dehors car le bébé s'est endormi. Elle voit tout à coup un soldat allemand s'arrêter et se pencher pour regarder Roger. Prise de frayeur, elle sort aussitôt. Mais l'homme lui fait comprendre dans un mauvais français que lui aussi a un enfant de cet âge. Il admire le bébé et quand il relève la tête, il a des larmes aux yeux et dit qu'il ne reverra sans doute jamais son enfant. Que dire? Mêmes ennemis, la sympathie va aux parents aimants et Mimi a mal au cœur pour lui. Certains soirs, on annonce un parachutage. Louis est FFI et va donner un coup de main à réceptionner les colis et camoufler les parachutes. Non loin de chez eux se trouve un camp de FFI qui sera d'ailleurs anéanti un jour par les Allemands. Leur voisin de palier y était exécuté. Il faut du courage pour continuer la résistance, mais même les très jeunes n'en manquent pas. Noël Lemarec, neveu de Louis et fils aîné de Marie, est étudiant à Nantes. Il est arrêté avec d'autres jeunes résistants et ne doit son salut qu'à une intervention de son père, officier de la marine, qui fait jouer ses relations. En 1943, Jo Fulgok et d'autres ouvriers de Renault-Billancourt ont été expédiés en Allemagne dans le cadre du STO, service de travail obligatoire. Il est logé dans des baraquements du côté de Munich et mange à la cantine. Les conditions sont loin d'être satisfaisantes et l'hiver est rigoureux, mais il n'est pas pour autant traité comme un prisonnier. Il est libre de circuler pendant ses heures de repos et à l'occasion d'un tour en ville, il est surpris de voir pour la première fois des Bavarois attablés devant des chopes de 2 litres de bière.